Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle. C'est la soirée de lancement pour une action nationale pour le RIC en France, avec une pétition officielle pour le RIC constituant qui a été lancée à l'Assemblée nationale. Et donc c'est une soirée exceptionnelle. On va avoir la chance ce soir d'avoir beaucoup de belles personnes avec nous ce soir, hein. On va avoir une douzaine de participants: Guillaume, Raoul, Clara, Julien, Albin, Priscilla, Étienne, Isabelle, Pierre, Teddy, Marcel et Mira. Voilà, 12 participants qui participent à ce projet pour le RIC en France, la pétition officielle. Et j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir le co-animateur de la soirée. Je le présente plus, c'est Étienne Chouard. Bonsoir Étienne. Merci beaucoup Étienne d'être présent ce soir avec moi. Donc tu vas rester avec nous toute la soirée. Voilà, tu vas un peu co-animer la soirée avec nous. Et c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous pour cette action et cette soirée de lancement pour cette action nationale. Et donc, parmi les 12 participants, moi, je vais simplement être la personne qui va passer le relais et animer avec Étienne. Et donc, on va accueillir le premier participant qui est Guillaume, qui a participé à initier cette pétition officielle. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bonsoir Renaud et bonsoir Étienne. Bonsoir tout le monde. Merci à toi d'être là, c'est un plaisir. Donc voilà, donc chaque participant aura environ entre 5 et 10 minutes pour dire déjà rapidement se présenter, dire pourquoi il pense que le RIC est un outil démocratique puissant et pourquoi on doit ensemble se réunir pour atteindre et conquérir ce nouveau droit politique. Et enfin, pourquoi tu participes à cette pétition officielle pour le RIC constituant à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je te laisse 5 ou 10 minutes et s'il y a besoin, je me permettrai de te poser une ou deux questions. Voilà, et merci à toi encore d'avoir initié ce projet de pétition officielle qui participe évidemment avec plein d'autres actions, hein, c'est pas la seule, à faire grandir l'idée du RIC en France, qui est vraiment un point de convergence dans lequel on est convaincu. Voilà, Guillaume, je te laisse la main. Ça marche, mais merci Renaud. Oui, je suis Guillaume Bonabo-Labruyère, je suis membre du mouvement citoyen Espoir RIC. Je n'étais pas engagé du tout dans la politique avant, donc encore moins la politique politicienne. J'ai commencé en fait seulement à partir de janvier où j'ai vu, j'ai entendu vraiment parler du RIC, je me suis renseigné sur Internet et je suis tombé là sur le site d'Espoir RIC et j'ai approfondi le sujet parce que de toute manière, depuis toujours, en fait, la question de la souveraineté au sens général est vraiment essentielle pour moi parce que c'est de là que partent finalement tous les autres combats. Quand on n'est pas souverain, on ne peut rien faire sur aucun sujet. Et donc j'avais à cœur de trouver un moyen d'être efficace, d'aider de manière efficace pour tous les combats qui me tiennent à cœur. Mais en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir l'énergie pour tous les combats. Alors je me suis dit que ça serait intéressant d'aller dans ce combat-là pour le RIC constituant, et j'en parlerai un peu plus en détail de la nuance constituante. Donc voilà, j'ai participé à la recherche de parrainage pour Clara Egger, la candidate et porte-parole du mouvement Espoir RIC. Donc ça a été une expérience assez intéressante, même si ça a été très énergivore. Et voilà, donc j'ai participé à récolter ces signatures. Et aussi, j'ai agi pour lancer un appel démocrate qui a été rejoint finalement par pas mal de mouvements et dont aussi Akina qui a rejoint, je ne sais pas si tu t'en souviens, de l'appel démocrate qu'on avait lancé à l'attention des candidats à la présidentielle, des deux finalistes. Tout à fait. Même si ça n'a pas abouti, on a réussi à allier finalement les mouvements du RIC. Donc c'était une victoire plus interne pour nous, pour la suite, et qui va avoir aussi un impact, je pense, aujourd'hui pour cette action de la pétition. Voilà ce que je pouvais dire au niveau présentation. Voilà. Après, c'est vrai que tu m'avais dit aussi pourquoi le RIC serait un outil démocratique puissant. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Il y a plein de raisons, donc je vais essayer d'être bref à ce sujet et balayer un peu les différents sujets. D'une part, le système politique, c'est la base finalement de tous les sujets, de tous les thèmes de notre société. Quand on n'est pas dans un système politique sain, on ne peut pas, ou alors on rame énormément pour mettre en place toutes les mesures que l'on veut. Donc pour moi, c'est un peu comme une clé de voûte, le RIC constituant, un peu comme le code source, si on pourrait l'appeler d'une autre manière, c'est un code source, c'est un moyen de réinitialiser le système en lui-même. Donc avec lui, on obtient un nouveau système qui va permettre d'être beaucoup plus
plus libre, d'être voilà, plus en paix aussi. Alors, c'est pas une panacée, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas du tout une utopie, c'est quelque chose de vraiment accessible. Et je vais vous en parler d'ailleurs un peu plus en détail ce soir, du mieux que je le peux. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à s'éparpiller dans énormément de combats aussi, des combats qui sont extrêmement justes. Et moi, je suis le premier voilà, par exemple, pour la cause animale, le bien-être des animaux, le combat pour le Frexit, le combat, enfin, pour plein de choses, des combats humanistes. Mais tout ça, ce sont quelque part des ramifications d'une racine. En fait, il faudrait s'attaquer à la racine et plus aux ramifications pour pouvoir être efficace et agir vraiment au mieux finalement sur ces ramifications. Donc là, quand on parle de RIC, on parle donc de référendum d'initiative citoyenne, pour reprendre un peu la définition. Donc c'est la possibilité pour chaque citoyen de lancer une initiative, qui est en fait une proposition de loi, et de la faire voter par référendum. Donc si elle est acceptée par la majorité, c'est bon, c'est inscrit dans le système législatif, et donc c'est validé. Le caractère constituant, puisque dans le cadre de cette action nationale que l'on lance, c'est une pétition pour le RIC constituant. Cette nuance, en fait, est fondamentale puisqu'elle va définir la pérennité de cet outil-là et faire en sorte donc qu'on ait vraiment le droit et la capacité de décider, d'être les décideurs finaux, en fait. Donc, c'est super important. Puisque le RIC constituant va permettre d'avoir la main sur notre Constitution. On va lancer des propositions de loi, pas toutes simples, mais des propositions de loi qui sont dites constitutionnelles et qui vont donc enrichir la Constitution. C'est important parce que la Constitution est le texte de loi le plus haut dans la hiérarchie des normes dans notre pays. Donc, si on a le pouvoir sur la Constitution, c'est nous les maîtres, finalement. Voilà, c'est ça tout l'enjeu. Là aussi, pourquoi c'est puissant? La puissance de cet outil réside aussi dans le fait que le RIC constituant permet d'obtenir les autres formes de RIC. Donc, vous avez sans doute entendu parler de RIC abrogatoire ou abrogatif, selon comment on veut l'appeler. Le RIC révocatoire aussi. Et le RIC, il y a aussi le RIC ratificatoire et le RIC veto. Donc, finalement, toutes sortes d'outils comme ça, qui pourront être mises en place par des référendums lancés par les citoyens et qui vont nous permettre d'acquérir le maximum de droits et faire en sorte que on puisse dire vraiment qu'on est en démocratie. Voilà. Parce que je considère qu'on n'est pas en démocratie si on n'a pas le moyen direct d'exprimer notre volonté. Voilà. Des représentants, c'est bien, c'est utile. On a besoin, on ne peut pas pouvoir voter des lois tous les 4 matins, ce n'est pas la question, mais on a besoin de pouvoir s'exprimer sur les sujets d'importance et voilà, poser le point sur la table au moment où on le souhaite. Voilà. Donc, ce n'est pas encore fini, puisqu'il y a encore d'autres raisons pour le référendum d'initiative citoyenne. C'est un outil qui est extrêmement fédérateur. C'est ça aussi qui fait sa puissance et sa popularité. Puisque différents sondages ont été faits au cours des années, au cours de la décennie, de cette décennie-là, qui placent le RIC à environ 3/4 des Français sont favorables au référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est une moyenne à peu près sur les différentes années. Et l'intérêt, c'est que ça dépasse les clivages partisans. Je suis très attaché à la question aussi des clivages partisans qu'il faut dépasser. Il faut considérer qu'on est plus qu'une étiquette politique, sachant que d'ailleurs la plupart des Français s'en fichent des partis politiques. Nous sommes des êtres humains et on ne peut pas se définir seulement par rapport à une étiquette politique. Enfin, c'est une insulte, je dirais, à l'être que nous sommes. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Donc c'est un outil qui est extrêmement fédérateur, qui permet de dépasser les clivages politiques, qui parle tant à des formations radicales, donc tant le RN que le parti de Zemmour, les LFI, que des partis également centristes comme le Parti socialiste, qui sont extrêmement favorables au RIC constituant quand on leur pose en tout cas la question et quand tout le monde sait ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas encore qu'un tel outil existe. Là aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que le RIC constituant va permettre d'assainir la vie politique. En basculant le rapport de force, les élus vont se comporter différemment. Cette fois-ci, ils seront enfin redevables à la population,
Ça ne veut pas dire qu'on va leur casser la gueule dès qu'ils vont sortir de l'Assemblée nationale, s'ils font pas ce qu'on veut, mais ils auront une pression quand même sur leurs épaules beaucoup plus importante, une pression qui est saine en fait, puisque ce sera le peuple qui pourra décider après de ne pas revoter pour l'élu en question. Ok, je note Renaud, je vois que je parle pas mal. Et donc, je vais raccourcir un peu et pour dire pourquoi j'ai signé. En fait, signer, l'avantage de cette pétition, c'est que ce n'est pas une simple pétition. C'est une pétition qui est officielle. Elle est officielle puisqu'elle utilise le système des pétitions de l'Assemblée nationale. C'est le seul site qui est consulté par les députés. On peut avoir une pétition à 1 million de signatures. Elle pourra être remise à l'Assemblée nationale, mais elle ne sera pas écoutée parce qu'elle n'aura pas reçu d'authentification. On ne sait pas vraiment qui signe dans ces pétitions-là. Ce n'est pas un système officiel. Là aussi où c'est important par rapport à cette action, c'est qu'elle est très simple. Il suffit de signer, simplement. Au bout de 100 000 signatures, chose qui n'est jamais arrivée, nous allons pouvoir réaliser le tour de force, déjà d'atteindre 100 000 signatures, et d'obtenir à la fin un débat à l'Assemblée nationale et faire pression beaucoup plus facilement sur les députés. Voilà, et je voulais faire aussi un petit message par rapport à l'état d'esprit ambiant. Je sais que les Français ont une très forte volonté, ils sont capables de déplacer des montagnes, mais actuellement, il y a une sorte de défaitisme ambiant. Et je voulais intervenir aussi à ce sujet-là. Je me dis, il ne faut pas se laisser dépasser par ça. Il ne faut pas se laisser noircir par toute cette pollution médiatique, tout ce qui nous tombe dessus. Il y a des solutions très simples. Nous sommes à vraiment pas grand-chose de changer les choses. Pas de manière utopique, parce qu'il suffit finalement de modifier un article de la Constitution, qui est l'article 89. Ça, vous pourrez le voir sur les liens qui sont transmis en bas de la vidéo, normalement. Normalement. Et donc voilà, il faut qu'on se donne les chances de réussir, absolument. On ne peut pas dire oui, non, c'est pas bien, ça ne va pas marcher. Si on part déjà perdant, personne ne va y arriver à notre place. Hein. Voilà. Donc je pense que j'ai fait assez raccourci, que j'ai dit ce que je voulais dire, et je vais peut-être laisser la suite à ceux qui voudront parler ensuite. Eh bien, un grand merci Guillaume pour cette intervention. Hein. Ça montre ton regard sur l'importance du RIC. Et j'espère que d'autres internautes se reconnaîtront dans ce que tu nous as partagé ce soir. Et donc, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Hein. On a commencé la soirée avec 6690 signatures. Vous avez le lien dans le chat. Et j'espère qu'à la fin de la soirée, on sera au moins à 7000 signatures. Hein. Au moins 300 signatures gagnées dans la soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller signer la pétition. Vous êtes près de 200 en ligne déjà sur les différentes plateformes avec nous. Merci beaucoup Guillaume. C'était un grand plaisir de t'accueillir. Et à très prochainement, sûrement, pour d'autres soirées, pour mettre en avant ce RIC, une forme de téléthon du RIC qu'on va lancer autour de cette pétition, une des nombreuses actions qu'on porte avec les mouvements du RIC en France pour faire grandir cette idée. Merci, une très belle soirée à toi Guillaume, et on va accueillir bientôt le prochain invité. Allez, bonne soirée, merci. Au revoir, merci Guillaume. Eh bien, bienvenue à toi, Clara. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir pour cette soirée de lancement, pour cette pétition officielle pour le RIC constituant à l'Assemblée nationale. Voilà, comme tous les participants de la soirée, on te laisse 5 ou 10 minutes à la fois pour te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, dire pourquoi le RIC est un outil puissant, et enfin pourquoi personnellement tu as signé cette pétition et tu la soutiens, parce que tu as fait partie des initiateurs de cette pétition, avec d'ailleurs une vidéo le 17, 18 ou 19 novembre qui était sortie pour expliquer le lancement de cette initiative. Et donc là, c'est une soirée exceptionnelle de grande ampleur pour réunir de nombreux acteurs et personnalités qui participent à ce mouvement pour le RIC et précisément sur cette pétition. Donc Clara, je te laisse la main 5 ou 10 minutes et si besoin, je te relancerai. Ça va, merci. Alors, juste une correction, moi j'ai été en rien l'initiatrice, hein, donc c'est pas que je me désolidarise, mais c'est que c'est important de reconnaître aussi les contributions de chacun. Et c'est Guillaume et des militants au sein d'Espoiric qui ont lancé ça. Et à un moment, voilà, s'est posé la question de qui allait déposer la pétition. Donc voilà, moi j'ai participé à la relire, à finaliser le contenu, une proposition qu'on avait écrite déjà dans le cadre de la présidentielle, et je l'ai déposée en fait. Donc voilà, je suis la dépositaire peut-être. Je m'appelle Clara Egger, je suis comme Raoul prof à l'université aux Pays-Bas, à l'université Erasme de Rotterdam. Et puis voilà, moi ce qui m'anime au quotidien, c'est comment on peut donner plus de pouvoir aux citoyens, chacun d'entre nous, en politique étrangère. Je m'intéresse vraiment à
comment nous, on peut décider sur une politique. Alors souvent, on dit c'est très loin des gens, c'est pas central, mais en fait, avec la mondialisation, beaucoup de décisions se prennent sans nous, loin de nous. Et moi, je m'intéresse à vraiment cet aspect-là, la politique étrangère, la politique de l'Union européenne, comment nous, citoyens, on peut décider sur ces sujets-là qui sont très, très importants. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le souligner encore aujourd'hui. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Espoiric. Et dans ce cadre-là, voilà, j'ai été la candidate d'Espoiric, j'aime bien dire la porte-parole, à la présidentielle dernière. Voilà, et depuis, je me suis lancée dans 2 initiatives principales. Une première, c'est la production d'une revue, une revue papier et en ligne sur la question du pouvoir des citoyens, de la démocratie, de ce que ça veut dire vivre en démocratie. Et l'autre chose, c'est que je soutiens un réseau international qui met en lien tous ceux qui luttent pour la démocratie directe dans leur pays. Voilà, donc je soutiens comme je peux ce réseau-là avec mon énergie et voilà ce que je sais faire. Je vais pas revenir sur pourquoi le RIC constituant. Peut-être je vais essayer de le dire un peu différemment. On a tous chacun un peu de notre sensibilité propre sur ces sujets. En fait, j'aimerais dire pourquoi moi je pense que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui et qu'il y a un contexte quand même qui est à l'urgence sociale, on a quand même un grand nombre de nos concitoyens qui vivent des situations d'extrême pauvreté, d'extrême précarité, avec des factures d'énergie impossibles à payer, avec un coût de la vie qui augmente. Et souvent, dans ces situations-là, dans ces situations d'urgence, le risque, c'est de perdre de vue l'essentiel, en fait. C'est d'être prêt à dire, pour pouvoir souffler un peu financièrement, je suis prêt à accepter des choses qui sont inacceptables. Et les choses qui sont inacceptables, c'est que nous, citoyens, dans un pays comme la France, on ait aussi peu de droits. Et que les droits qu'on ait, c'est par exemple d'être appelé aux urnes tous les 5 ans pour élire, mais quand il s'agit vraiment au quotidien pouvoir décider pour nous-mêmes, pouvoir prendre des décisions directement, on a très peu de droits. Il y a les moments dans l'histoire où nous, citoyens, on a gagné des droits, c'est quand on a été capable de ne pas perdre de vue l'essentiel et de dire non, ce qu'on veut pas, c'est pas un petit chèque comme ça pour acheter notre silence, ce qu'on veut, c'est des droits pour pouvoir vraiment décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour que la situation soit plus jamais la même. Donc voilà, c'est un peu un appel. Les moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui, on étouffe tellement qu'on a tendance à accepter des choses en perdant de vue que, en fait, ce qui est important, c'est qu'on puisse plus jamais décider sans nous, que ce soit en matière économique, en matière environnementale, en matière de sécurité, en matière de politique étrangère. C'est nous, citoyens, qui devrions pouvoir être au cœur des décisions et être respectés comme ceux qui prennent des décisions. Voilà, le RIC constituant, pour moi, c'est ça. C'est devenir les patrons, devenir les donneurs d'ordre et mettre à notre service les élus et les représentants politiques. Je pense que c'est peut-être plutôt important de dire pourquoi en fait une pétition, parce que moi je comprends qu'il y ait beaucoup de scepticisme sur ce sujet, c'est-à-dire de se dire mais en fait pourquoi aller quémander le droit de parler de ce sujet, pourquoi aller sur un site aussi difficile à activer que celui des pétitions de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps? Et en fait moi je voudrais expliquer pourquoi je pense que qu'on n'est pas en train de perdre notre temps. Je dis pas que c'est la seule chose qu'on doit faire, mais en tout cas, c'est une chose qu'on peut faire et qui peut nous permettre d'avancer comme ça dans la quête de nos droits. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on devrait faire appel aux députés? Après tout, on sait depuis très, très longtemps que les députés n'écoutent pas les citoyens. En fait, ils ont très peu d'incitation à écouter la majorité des citoyens. Alors, certains citoyens sont très écoutés, on pourra y revenir. Mais en tout cas, la plupart d'entre nous, non. Je crois qu'on a tous fait l'expérience. On écrit à notre député, on n'a pas de réponse. Si on propose, par exemple, quelque chose qui nous tient à cœur dans notre voisinage, on nous répond pas, on nous considère pas, en fait, comme citoyens. Et pourtant, je pense que la pétition, c'est un moyen de rappeler que nous, citoyens, on n'a pas la mémoire courte. Et que, bizarrement, aux élections à la fois présidentielles et législatives en 2022, tous les candidats, ou presque, adoraient le RIC. Ils trouvaient tous que c'était une excellente idée. Alors, bon, quand on creusait, ils ne connaissaient pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils disaient « Ouais, super, ah non, le RIC, moi j'ai toujours été pour ». Et l'élection passée,
On fait « j'ai sauvé mon siège » quand on est élu. Et on dit, bon, on va maintenant parler d'autre chose, surtout ne pas en parler. S'ils pouvaient oublier qu'ils souhaitent ça, on va leur parler complètement d'autre chose. On va leur faire un petit peu peur sur la réforme des retraites. On va aussi leur faire peur sur la question des coûts de l'énergie, etc. Mais en tout cas, on ne va pas parler des choses fondamentales. Ben voilà, la pétition, c'est un moyen de se rappeler au bon souvenir des députés et de dire, non, on n'a pas la mémoire courte, en fait. C'est pas quelque chose qui est une lubie qu'on avait en 2022, c'est quelque chose auquel nous, citoyens, on tient. On veut des droits et on veut que les députés se justifient sur pourquoi cette question qui est si fondamentale, ils ne souhaitent pas en parler. Et pour ça, tous les moyens sont bons et la pétition, c'est un moyen. Alors, on peut se demander aussi, mais comment ça marche, cette pétition, en fait? On en parle, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour les députés, il faut bien se rendre compte que pour eux, ils pensent que parce qu'avec nous, citoyens, on peut déposer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, alors c'est là qu'il faut aller pour écouter ce que veulent les citoyens, puisqu'il y a un outil qui existe. Ils devraient tous aller là et faire des propositions. Donc, c'est vraiment un des endroits que les députés, effectivement, regardent en disant, bon, que veulent nos concitoyens? Qu'est-ce qu'ils se demandent? Donc, c'est un endroit où les revendications sont assez visibles. Alors, c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que une fois qu'on dépose une pétition, elle est associée à une commission, parce que l'Assemblée fonctionne en commission. Donc, nous, c'est loi constitutionnelle. Et on obtient un député rapporteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de suivre ce qui se passe avec cette pétition. C'est un député qui est chargé de suivre et qui peut la classer sans suite ou la soumettre à débat. Alors, il faut savoir que quasiment toutes les pétitions sur le site de l'Assemblée sont classées sans suite, puisqu'il n'y a pas de débat sur ces propositions-là. Donc voilà, ça a aussi montré qu'on a vraiment peu d'outils. Utiliser cet outil de la pétition, c'est dire, voilà, regardez, dans notre pays, on a quand même peu de moyens d'essayer d'influencer nos députés. Mais bon, on a quand même un député rapporteur, d'ailleurs, petite chose marrante, on ne sait pas qui est le député rapporteur de notre pétition. Ça en dit quand même long sur l'état du système. On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on peut solliciter. Une des choses qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il faut avoir, pour compter, 100 000 signatures, 500 000 signatures, ce qui est annoncé sur le site de l'Assemblée? La bonne nouvelle est non. En fait, la pétition sur le RIC constituant qu'on porte tous collectivement, c'est déjà la deuxième pétition la plus soutenue sur le site de l'Assemblée, donc elle est assez visible. Et quelque chose qu'on ne se rappelle pas, c'est qu'effectivement, pendant la campagne en 2022, Jean Lassalle avait déposé la proposition de loi sur le RIC constituant dans l'Assemblée pour qu'il y ait un débat. Et il l'avait fait pourquoi? Parce qu'il y avait eu un collectif, Opération RIC, qui avait réussi à avoir beaucoup de signatures vides, donc elle était montée très fort. Et Jean Lassalle s'était dit, oulala, mais dis donc, il faut faire quelque chose là. Là, il y a visiblement quelque chose qui se passe. Donc montrons qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passera après, une fois que la pétition aura beaucoup de signatures? Moi, l'expérience que j'ai faite dans d'autres pays où c'est tout aussi difficile de parler de nos droits et de parler du RIC constituant, c'est que quand une pétition monte sur le site de l'Assemblée, si on arrive à faire pression pour qu'un député la soumette, et aujourd'hui on a une Assemblée qui est un peu plus divisée que ce qu'elle n'était avant, eh bien du coup il va y avoir une discussion sur ce sujet. Et ça permettra de montrer effectivement qui est contre et qui est pour. Et ça permettra de montrer qui a des arguments absolument foireux et qui utilise des arguments foireux pour mettre sous la table un sujet d'importance. Et c'est comme ça qu'on fera avancer le débat, qu'on rendra visible ce sujet-là et surtout qu'on rendra visible l'écart qui nous sépare de ce que les élus défendent et voilà le peu, par exemple, de connaissances qu'ils ont sur ce sujet et d'envie qu'ils ont de vraiment donner le pouvoir aux citoyens. Donc voilà, vraiment, c'est pas forcément le seul outil, mais en tout cas, c'est un outil à notre disposition, quelque chose qu'on peut faire, qui prend quelques minutes et signer sa pétition. Super, merci beaucoup Clara pour cette intervention. Voilà, c'est un grand plaisir. On est avec Guillaume et Étienne pour cette soirée de lancement Action nationale pour le RIC. Et on va continuer donc avec le 5e ou 6e participant de la soirée. Une personne qui s'est montrée et s'est engagée ces dernières années et qui a montré son engagement pour le RIC et pour la démocratie. On a la chance de l'avoir ce soir avec nous. C'est Priscilla Ludowski. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour Guillaume.
Bienvenue, ça va? Oui, merci, ça va, et vous? Super, mais on est très heureux de participer à cette soirée de lancement et pour cette pétition officielle pour le RIC constituant à l'Assemblée nationale. Et c'est un plaisir d'accueillir tous ces citoyens, toutes ces personnalités qui sont convaincus par cet outil, par ce droit politique qu'on revendique haut et fort et qu'on essaie de continuer à faire grandir à travers toutes nos actions, tous ces collectifs, ces initiatives locales, nationales. Et c'est un plaisir de t'accueillir pour nous expliquer en quelques minutes, mais qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que la plupart te connaissent quand même. On a eu la chance de te voir à de nombreuses reprises dans les médias ces dernières années. Pourquoi tu penses que le RIC est un outil puissant? Et enfin, pourquoi toi personnellement tu as signé cette pétition qui est un outil parmi d'autres pour faire grandir l'idée du RIC en France? Dans l'ordre, Priscilla, donc j'ai été hyper impliquée dans le mouvement des Gilets jaunes pour avoir impulsé peut-être aussi cette mobilisation par une pétition que j'avais fait publier sur change.org au sujet de la taxe carbone et du fait que voilà, l'alimentation de la taxe carbone, la création de la taxe carbone pour moi était vraiment construite de manière injuste et impactait négativement toujours les mêmes. Et en fait, c'était pas tellement une question de taxe carbone en soi, c'était plutôt comment elle avait été amenée, qui a été consulté pour la mettre en place, pourquoi elle avait été mise en place de cette manière-là. Et c'est un peu pour moi le début d'une réflexion de manque de consultation de la population, de manque d'égalité dans la manière d'appliquer les mesures. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de la taxe carbone et de la transition écologique. Donc, rapidement, en fait, lorsqu'on a commencé à discuter, à former les groupes pour se mobiliser dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, la question du déni de démocratie c'est très vite imposé et très tôt on a proposé grâce et avec d'autres qui portaient le sujet aussi sur les sujets démocratiques, pas que au sujet du RIC, mais même d'autres outils comme les assemblées citoyennes, comme des outils qui permettraient de voter de manière plus juste et au plus proche des opinions des gens. Des collectifs et des associations existent depuis longtemps pour défendre tout un tas d'outils. Et en fait, dans toutes ces réflexions-là, en fait, nous ont mené à proposer à François de Rugy, quand on l'a rencontré avec Éric Drouet, de créer une assemblée citoyenne. Déjà parce que dans l'esprit, on se disait, voilà, on n'est pas représentatif de la population. On peut pas, nous, amener des propositions sans que les autres soient consultés. Donc, quand, avant la fin de l'année 2018, j'ai émis un sondage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a récolté plus de 40 000 avis sur quelles étaient les propositions majeures que les gens voulaient qu'on apporte à François de Rugy. Et très vite, il y a eu 4 familles qui se sont dessinées, dont l'une qui traitait de la démocratie et du besoin de repenser les institutions et leur fonctionnement. Et ça, lorsqu'on s'est rendu compte de ces tendances-là très fortes, on a proposé en fait à François de Rugy que ces mesures qui étaient plébiscitées, elles soient discutées au sein d'une assemblée. Donc il y avait quand même cette idée de débattre des choses et de ne pas les imposer aux autres, et ensuite de les soumettre encore plus largement, parce qu'évidemment une assemblée c'est une poignée de la population, et quand les choses sont bien faites, c'est une poignée qui est représentative, si les tirages au sort sont bien faits, si jamais c'est cette méthode-là qu'on a employée, mais en tout cas c'est censé être représentatif de la population. Mais on s'imaginait que c'était pas suffisant. Donc on a dit les mesures qu'on vous apporte là sont les résultats d'un sondage. Selon nous, il faudrait les soumettre à une assemblée citoyenne et les proposer plus largement dans le cadre d'un référendum. Bon, évidemment, on passait pour des fous dans le ministère, donc on nous a pas du tout donné de crédit, on nous a pas pris au sérieux. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que cette réflexion-là, elle est arrivée assez rapidement. On avait rencontré aussi Étienne à l'époque. On a parlé de démocratie, du RIC et d'autres personnes. Et en fait, ces discussions ont été très enrichissantes, mais bon, on n'a pas été pris au sérieux à ce moment-là. Et donc le RIC en faisait partie. Et le RIC, pas juste le RIC, mais les différents types de RIC qu'on connaît, et notamment en fait en liant cette question de la taxe carbone à la manière dont les mesures nous impactent, nous, au quotidien. Et c'était surtout de dire, mais quand vous créez des mesures, si elles ne nous impactent pas de manière positive, c'est que vous les construisez mal et pas avec les bonnes personnes. En tout cas, pas avec celles qui sont impactées directement. Donc, il faudrait imaginer des outils pour qu'on soit impliqué d'une manière ou d'une autre et qu'on puisse donner notre avis, les co-construire, etc. Et toutes ces mesures démocratiques, elles se sont retrouvées aussi dans la rue. Je pense que c'est quelque chose qui est assez inédit depuis un certain nombre, j'ose dire depuis la Révolution, mais peut-être que c'est... je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la rue, sur des pancartes, c'est pas courant qu'on voit en manifestation en France
des panneaux RIC, Assemblée citoyenne, révocation des élus, considération ou comptabilisation du vote blanc, enfin tout ce qui touche au fonctionnement des institutions. Et ça, c'est quelque chose qui a fait très rapidement, qui a dérangé puisque Macron et son premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ringardisait le RIC en disant que c'est dangereux, que c'est antidémocratique. Macron disait que ça remettait en cause le pouvoir représentatif. Oui, c'est le cas, mais faudra-t-y faire parce qu'il faudra une mise à jour du système politique et c'est pas grave, ça va bien se passer. et donc en fait, rien que le fait qu'il le considère comme un danger, ça me montre moi que les valeurs portées par les dirigeants actuels ne sont pas les valeurs qu'on peut porter en tant qu'être humain pour l'égalité, pour le fait qu'on soit toutes et tous, qu'on ait toutes et tous une voix qu'on devrait écouter. D'une manière ou d'une autre, et que finalement, les personnes qui sont au pouvoir, même si on le dit de cette manière-là, qu'elles sont au pouvoir, et que le système représentatif, le fait de voter pour ces personnes, même lorsqu'on ne vote pas, celles qui votent, en tout cas, les mettent au pouvoir, ça leur donne le sentiment que ce pouvoir est le leur. Et c'est ça qu'on remet en cause, et c'est ça qui les dérange, alors même qu'en fait, je considère personnellement que ce sont les employés du peuple et pas l'inverse. Donc tout ça, ça remue beaucoup, ça dérange. Et j'ai envie de dire que ça ne s'arrange pas dans le mandat actuel. En fait, plus on avance et plus on s'est rendu compte qu'il y a des mesures qui sont mises en place, pas forcément sur la transition écologique, mais même sur notre droit à manifester, sur le droit des associations qui a été touché récemment, sur en fait les libertés collectives et individuelles. On l'a vu aussi pendant la crise sanitaire. Donc moi, je considère que le RIC et tout un tas d'autres outils démocratiques permettrait qu'en fait on reprenne les choses en main, tout simplement qu'on ait un droit de mettre en place ces garde-fous qui permettent de s'assurer que ces personnes qui sont au pouvoir agissent dans l'intérêt général et pas dans leurs intérêts propres. Si je donne quelques chiffres, et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même, on a quand même pu constater quand on discute avec l'entourage, les collègues, les amis, la famille, les gens qui sont dans la rue, etc. On se dit que ces chiffres-là sont pas totalement faux. Et qui reflète un vrai sentiment. Il y a quand même 71% des Français qui jugent que les institutions politiques françaises sont corrompues. C'est vraiment le terme. Ça, c'est l'Eurobaromètre de la Commission européenne. Ensuite, on a 11% selon Ipsos des Français qui font confiance, seulement 11% qui font confiance aux politiques. C'est encore un chiffre assez alarmant. Et ensuite, la confiance envers les différentes institutions, c'est pas non plus très fou. C'est 63% qui font pas confiance au gouvernement, 59% à l'Assemblée nationale et 57% qui font pas confiance au Sénat. Alors, quand on est dans un système, pour moi, qui se dit démocratique, il s'agit pas simplement de se dire on fait la course au municipal, à la présidentielle, aux législatives, etc., en mettant en place un programme, et puis ensuite, on n'écoute plus. Je pense qu'on arrive à un tournant de l'histoire où on a le droit d'admettre que c'est un tournant historique et que il est nécessaire à un instant T de faire une mise à jour, qu'il est nécessaire de regarder en arrière ce qui a été fait par les anciens qui ont mis en place un système et qui aujourd'hui est peut-être obsolète. Et que si on se rend compte que les dirigeants, affaire après affaire, scandale après scandale, on se rend compte que certains agissent dans leur intérêt personnel, que finalement ils font tête baissée sans écouter ce que la population pourrait avoir à dire ou pourrait avoir, ou si la population, que ce soit à l'échelle très locale ou nationale, aura envie de contribuer d'une manière ou d'une autre, si ces personnes-là n'écoutent pas et si en réalité elles ne travaillent que pour elles, mais en fait pourquoi elles sont là où elles sont? Mais qu'est-ce qui nous permet de les empêcher de nuire? Moi, c'est la question que je pose. Quels outils les empêchent de nuire? En tant que citoyen et citoyenne, comment on fait pour révoquer ces personnes? Moi, à ce que je sache, quand on est salarié et qu'on faute, on a des blâmes, je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça, mais des blâmes, des avertissements, on se fait virer, on se fait... voilà, ils ont des outils à l'échelle de la gouvernance entrepreneuriale, ils ont des outils pour mettre dehors les gens ou pour en tout cas les empêcher de nuire. Pourquoi ça n'existe pas à l'échelle d'une nation? Pourquoi ça n'existe pas et pourquoi c'est même pas pourquoi ça ne vient même pas d'eux? C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir et qu'on constate que ces outils n'existent pas, on devrait pouvoir les mettre en place, déjà parce qu'on sait qu'on met les pieds dans une machine qui peut être malsaine et qu'à ce titre-là, on peut en être aussi victime. On peut dérailler, enfin, on peut arriver au pouvoir et perdre la tête. Enfin, je veux dire, on peut très bien se dire, moi, j'aimerais bien aussi que quelqu'un me maîtrise et me dise, ça suffit, tu vas trop loin, tu agis pour ton intérêt personnel, ce n'est pas bien, il faut t'auto-révoquer.
faudrait qu'il y ait des outils qui permettent ça, en fait, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien pour soi-même et encore moins pour les autres qui nous entourent. Donc ça n'existe pas et je ne comprends pas que ça n'existe pas. Donc malheureusement, j'ai l'impression que toutes les démarches qui ont été faites, elles n'ont pas abouti. Il y a énormément de pétitions. Là, le fait de réunir les pétitions, un gros travail, je vois, qui a été fait par vos collectifs, c'est incroyable. Et d'essayer de se dire, voilà, on va à l'Assemblée nationale porter une pétition plus largement, etc. Je trouve ça très bien. Je pense que ce qu'il manque, c'est ce qu'il y avait dans la rue en 2018. C'est-à-dire que il faut une association du pavé, de la rue, parce qu'on a encore une personne au pouvoir qui n'entend pas et qui ne voudra pas de ça. Donc, comment faire pour en fait donner de la voix à cette pétition? Eh bien, c'est exactement l'objectif de cette soirée, Priscilla. Et avec ta présence aussi, tu participes à faire connaître cette pétition officielle pour le RIC constituant à l'Assemblée nationale. Et tu parlais de manque d'outils pour de redévelopper une souveraineté populaire et éviter toutes les dérives actuelles. Eh bien, ce RIC est une épée de Damoclès qui sera en permanence sur les élus et qui donc, ils seront pieds et mains liés à nous, leurs patrons, comme tu l'as très bien et justement rappelé. C'est nous les patrons, eux, c'est nos salariés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. On a déjà pris 10 minutes de retard, je suis désolé, on va enchaîner, mais en tout cas c'était vraiment un grand plaisir de t'accueillir et merci pour ton engagement, merci de porter avec nous le RIC. On est nombreux, des citoyens, des collectifs, des associations, des personnalités, et c'est vraiment en assemblant et en convergeant autour d'une cause commune et donc d'une revendication commune qui sera claire pour être communiquée au grand public, communiquée dans les médias, et on va continuer, j'espère, d'aller jusqu'à l'objectif final qui est d'avoir le RIC en France dans les mois ou dans les prochaines années. Merci beaucoup, Priscilla. Merci à vous. Belle soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Voilà, enfin, on l'a quasiment pas entendu depuis le début de la soirée. Il est resté très sage. Étienne Chouard, évidemment, qui a joué un grand rôle pour faire grandir l'idée de la démocratie en France et du RIC en particulier avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir, Étienne, de t'avoir avec nous ce soir. Et donc, comme tous les participants, tu as 10 minutes devant toi. Je te mettrai dans le chat privé un peu le déroulé des 10 minutes pour essayer de continuer à respecter à peu près le créneau. C'est le téléthon du RIC un peu ce soir pour cette pétition officielle. Continuez à signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Vous êtes 6715. L'objectif sur du moyen terme, c'est d'atteindre 100 000 signatures. On va ensemble se donner les moyens d'atteindre cet objectif et donc aussi agissez en relayant cette pétition autour de vous. Voilà, Étienne, je te laisse la main. Merci encore à toi d'être présent avec nous. Merci à toi d'organiser tout ça. Moi, je m'appelle Étienne Chouard, je suis un vieux prof, je suis à la retraite maintenant et ça fait une vingtaine d'années que je me bagarre contre les politiciens que je considère comme des voleurs de pouvoir. Les professionnels de la politique se sont arrogés le droit d'écrire leur contrat de travail et de nous tenir à l'écart de toutes les décisions politiques dans ce qu'ils appellent une constitution et qui en fait sont toujours et partout pour l'instant des anti-constitutions. En fait, je prétends depuis donc 17 ans que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. La Constitution, ce sont les règles de la représentation, y compris les contrôles des pouvoirs, pour que les pouvoirs aient peur de quelque chose, pour que les pouvoirs aient à craindre quelque chose, et notamment le peuple qu'ils représentent. Et je pense que c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, ce sont les représentés qui sont les seuls aptes et légitimes à le faire. Donc je me bagarre depuis donc presque 20 ans maintenant sur ce créneau, et bien sûr, depuis 2005 et depuis 2006, où j'ai vu apparaître Yvan Bachot sur le forum du Plan C, c'est comme ça que s'appelle mon site, j'ai compris l'intérêt du RIC, qui est complètement central dans une démocratie digne de ce nom. Le RIC, c'est une procédure par laquelle on décide. Dans un référendum, on vote. On vote, ça veut dire qu'on décide. Et ça n'arrive presque jamais. D'habitude, nous ne sommes pas appelés à voter, nous sommes appelés à élire. Or, élire, c'est très dangereux pour nous d'accepter de confondre les deux mots parce qu'on n'arrive plus à penser. Voter, c'est décider, et élire, c'est renoncer à voter, c'est renoncer à décider. Quand on élit, on donne le nom de quelqu'un qui va tout décider à notre place, qui va tout voter à notre place. Et donc, en fait, on ne vote jamais. Sauf en cas de référendum. En cas de référendum, effectivement, c'est à nous de voter, c'est à nous de décider. Et bon, ça existe le référendum, mais c'est jamais nous qui posons les questions.
Donc, dans le référendum d'initiative citoyenne, il y a ce deuxième problème qui est réglé parce que c'est à notre propre initiative que nous pouvons voter. Nous pouvons voter sur les sujets que nous considérons comme importants. Donc, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pas seulement constituant, le RIC en toute matière, y compris constituante, c'est l'outil central de la démocratie dans un régime non démocratique comme le nôtre, un régime représentatif dans lequel ce sont les représentants qui se sont arrogés le droit de voter les lois. Le RIC permettrait, mais je vais insister sur le fait que c'est jamais les élus qui nous donneront ça, hein, mais ça permettrait de rendre un système non démocratique comme le nôtre, qui est antidémocratique, qui nous tient à l'écart, hein, c'est même pas qu'il est peu démocratique, c'est qu'il n'est pas démocratique du tout, notre régime, et c'est comme ça partout sur Terre. Le RIC permettrait, un vrai RIC, écrit par nous-mêmes, donc complet, en toute matière, un vrai RIC nous permettrait enfin d'exercer la souveraineté, c'est-à-dire d'accéder à une vraie démocratie. Alors, en fait, pendant les Gilets jaunes, pendant la période formidable des Gilets jaunes, où cette idée a réussi à percer et, comme le disait Priscilla, à arriver dans les manifestations, sur les panneaux, sur les cartons de revendications, les dazibao de toutes sortes qui étaient affichés, on a vu apparaître des revendications constituantes et c'est tout à fait nouveau, il y a une innovation dans les luttes sociales et politiques et il me semble que le RIC est une cause commune. Je cherche depuis 20 ans une cause commune qui nous permette d'arrêter de nous disputer sur des détails, sur des choses sans intérêt, d'intérêt secondaire, et de nous concentrer sur l'essentiel. Et je pense que notre cause commune, je le dis depuis le début, c'est d'instituer nous-mêmes, donc pas par des représentants, d'instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Pour l'instant, nous n'avons aucune puissance. Ce texte qui est la Constitution est en fait notre prison politique dans laquelle il est écrit que nous ne pouvons décider de rien. Ce qui fait de toutes nos conversations, vous m'entendez, toutes nos conversations sont des bavardages, des discutailleries, on bavardouille, ça ne sert à rien, c'est pas nous qui décidons. Donc, je ne dis pas que les luttes sociales et les militants ne servent à rien, je dis simplement qu'ils devraient tous intégrer dans leur logiciel, dans leurs revendications, pas dans leurs revendications, dans leur vouloir, dans leur volonté, parce qu'on n'a rien à revendiquer. Il ne faut pas demander ce dont on parle, le RIC constituant et le RIC, il ne faut pas le demander, il ne faut pas le revendiquer. Et c'est pour ça qu'il faut même le pétitionner, il faut aller plus loin que la pétition, il faut le vouloir. Un peu comme un adolescent ne demande pas à ses parents, il ne revendique pas auprès de ses parents de devenir un adulte. Il veut devenir un adulte, et parce qu'il le veut, il le devient. Eh bien, la population du monde, c'est pareil. J'ai encore 5 minutes. Il me semble que les élus ne nous donneront jamais faire une pétition avec 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes, ils ne nous le donneront jamais. Donc c'est pour ça que les raisons de signer la pétition qu'ont souligné Raoul, Clara, sont excellentes. Il y a de très bonnes raisons de signer cette pétition pour nous compter, pour pousser les élus à discuter, mais tout en sachant qu'ils ne le donneront jamais. Mais en même temps, comme disait Raoul, c'est vraiment super important ça. Ils n'ont pas d'argument à nous opposer. Dès qu'il y a un débat, ça se voit que ce sont des voleurs de pouvoir. Tout de suite. Ceux qui sont contre le référendum d'initiative citoyenne, au moment où ils argumentent, on voit que ce sont des ennemis du peuple. Donc, comme le dit Raoul, puisqu'ils n'ont pas d'argument, leur stratégie, et ça marche, c'est de se taire, de faire le silence total, de ne pas en parler. Et donc, un objectif intermédiaire important, et la pétition permet de le faire, c'est d'en parler. Et si on arrive à faire parler du RIC constituant, c'est gagné parce que la population est déjà prête, comme tu le montrais tout à l'heure, avec les sondages qui, depuis 20 ans, 30 ans, montrent que la population est OK là-dessus. En fait, c'est les élus, c'est les voleurs de pouvoir qui nous empêchent de l'avoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous la donneront jamais, la souveraineté. La souveraineté, ça se revendique pas. Vous voyez, vous n'allez pas demander à vos maîtres de vous émanciper. Ça marchera pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ils vous donneront jamais la souveraineté. Donc, il faut le savoir. Ça, faut quand même le garder en tête quand on fait une pétition. C'est que il y a des objectifs secondaires importants, mais il s'agit pas de convaincre les élus ou de faire pression, comme on dit. Vous pouvez faire la pression que vous voulez. C'est la dernière chose qu'ils vous donneront. Donc, à mon avis, ils sont pas sensibles à cette pression.
je voulais dire une chose sur les RIC sauvages. Vous n'avez pas besoin que les institutions vous permettent de faire un RIC. Les institutions ne vous permettront jamais de faire un RIC tant que vous n'aurez pas écrit vous-même les institutions. Donc, vous allez avoir à travailler sur votre aptitude à écrire vous-même les institutions. Il va falloir que vous fassiez, moi j'appelle ça des ateliers constituants. Manifestement, c'est pas assez sexy, c'est pas assez attrayant parce que les gens se mettent pas assez au travail. Il y en a plein qui se mettent au travail, mais pas assez. Il faudrait que ce soit tout le monde qui se mette au travail. Peut-être que je devrais parler d'apéro constituant ou de bamboula constituante. Enfin, je sais pas comment il faut l'appeler ça pour que ce soit, ou des jeux constituants en train de travailler là-dessus. Le collectif travaille sur les jeux constituants. C'est pas con ça, hein. Faire un film qui montre des ateliers constituants et qui montre la révolution avec des citoyens constituants, qui montrent ce que ça va changer dans la société d'avoir enfin des citoyens constituants. J'ai pas le temps de développer. Mais ce que je veux vous dire, c'est, et Raoul a fait un très bon papier, je voulais le sortir pour vous le montrer, mais peut-être qu'il pourra tout à l'heure nous le montrer en copie d'écran. Il a fait un très bon papier sur les possibilités actuelles de faire des RIC qui soient un peu plus dignes de ce nom que ce qu'on a, parce que pour l'instant on n'en a pas. Et je vous recommande la lecture de ce papier. Et donc vous cherchez Raoul Magny-Berton RIC, local. Mais surtout, il y a les RIC sauvages, comme ceux qui ont été initiés à Saint-Clair-du-Rhône, et puis il y en a un peu partout maintenant. Hein. Donc ça, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont prospecter auprès des gens, font du porte-à-porte, donc ça se passe dans les petites communes, hein. Mais sur un bureau de vote, c'est pas tant de monde que ça, en fait c'est à la portée d'une dizaine de militants, c'est d'aller voir en porte-à-porte quelle est la question, donc fait un premier tour pour savoir quelle est là ou quelles sont les questions locales qui vous importent le plus. Et puis ensuite, ils organisent eux-mêmes la consultation. Donc, avec un huissier qui le paye pour ça ou qui le fait bénévolement, mais avec un huissier qui valide les résultats, on arrive à organiser nous-mêmes nos RIC parce que c'est nous le souverain. Enfin, vous pensez, si dans votre tête, vous commencez à vous transformer, devenir des adultes politiques sans avoir besoin des médias ni des élus. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin des journalistes. On n'a pas besoin des élus. On n'a pas besoin de nos maîtres pour s'émanciper. Vous pouvez déjà organiser des consultations sur les sujets de votre choix que vous considérez importants dans votre commune. Et ce que montre Yvan Bachot, c'est que quand le résultat du référendum obtient une participation et un pourcentage de résultats supérieur à ce qu'a obtenu le maire, il y a une légitimité politique du RIC, donc de la population, qui saute aux yeux de tout le monde et qui fait avancer l'idée considérablement. C'est un outil complémentaire à la pétition. En tout cas, merci à vous de l'avoir organisé. Moi, je l'ai signé sans espoir. Je signe pas. En fait, je parle pas aux élus. En fait, quand je signe la pétition, je parle à mes autres congénères humains pour leur dire regardez, on est nombreux, on est de plus en plus nombreux. Regardez, on est déjà plus nombreux que la fois précédente. Ça coûte rien de signer. Je veux dire, c'est sans illusion. Il y a d'autres choses à faire, mais c'est très utile pour nous compter et pour les différentes raisons qu'ont souligné Clara et Raoul. Merci à tous. Merci beaucoup, Étienne. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps encore d'en parler, mais ce soir, il y a un livre à gagner. C'est un livre donc d'Étienne Chouard aux éditions Max Milo qui s'appelle Notre cause commune. Voilà. Donc, si vous voulez gagner cet ouvrage, en fait, on vous pose une petite question. Voilà, notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Voilà, un livre vraiment à lire pour pouvoir comprendre comment, se libérer de cette impuissance politique, de cette impuissance populaire.